Le matin, quand maman elle me réveillait pour aller à l'école, je pleurais, j'étais pas bien, grosse douleur au ventre. J'ai été plusieurs fois voir le médecin. Lui, il disait une dépression à cet âge-là, c'est pas commun, quoi. C'est l'histoire d'Arthur qui a 11 ans. Peu après son entrée au collège, il dévoile son mal-être à sa mère avant d'être hospitalisé pour des idées suicidaires. Ou celle de Charlotte, 12 ans, sous antidépresseurs pour l'aider à dormir. En fait, j'étais tout le temps triste, j'avais plus envie, j'arrivais plus à rigoler, j'étais plus joyeuse. J'ai eu une phobie scolaire, je fais des crises d'angoisse. Vous entendrez les témoignages de ces jeunes en détresse qui sont loin d'être des cas isolés. Aujourd'hui, près d'un adolescent sur deux ne présente pas un bon niveau de bien-être mental et les passages aux urgences pour tentative de suicide ont été multipliés par 3 en 5 ans. Alors, que se passe-t-il dans leur tête? Comment expliquer cette souffrance? Et surtout, comment les aider? Eh bien, on va voir ça avec nos invités. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Professeur Pauline Chaste, bonjour. Vous dirigez le service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker à Paris. Et bonjour Mathieu Persson, vous êtes illustrateur, auteur de ce magnifique roman graphique sur la dépression de votre fille à l'âge de 15 ans. Ça s'appelle Le Passage aux éditions Hachette. Alors avant de vous donner la parole, écoutons Arthur, 11 ans, rencontré dans un hôpital de jour près de Douai. Il réapprend à vivre avec d'autres jeunes après une dépression survenue brutalement à son entrée au collège. Premier jour de la rentrée, le premier jour ça a été. Par contre le deuxième, c'est là que ça allait pas. Je faisais des crises d'angoisse devant l'école. Un soir, j'ai tout dit à maman, elle m'a vu pleurer. Elle m'a dit écris sur ce papier ce que tu ressens. Et du coup, j'ai tout écrit. Et je lui ai dit que je me sentais pas bien, que j'étais triste et que je pensais que c'était une dépression. Elle était un peu choquée au début. J'en avais pas parlé à papa aussi parce que j'avais peur de sa réaction. J'ai été plusieurs fois voir le médecin. Lui, il disait une dépression à cet âge-là, c'est pas commun, quoi. Du coup, on a été aux urgences parce que maman elle s'inquiétait vraiment. Arthur a ensuite été hospitalisé pour des idées suicidaires avant d'être pris en charge par un hôpital de jour, un centre Medipsy. Aujourd'hui, il dit se sentir mieux. Professeur Chaste, des histoires comme celle d'Arthur, vous en voyez tous les jours? Oui, malheureusement, on en voit tous les jours, même plusieurs chaque jour. Après, c'est vrai qu'on peut dire que je suis d'accord avec son médecin traitant. Une dépression aussi sévère à 11 ans, c'est quand même pas commun. Et mais qui peut arriver aussi brutalement. Parce que quand on lui pose la question, il disait avant ça allait, le premier jour ça allait, deuxième jour, et puis il se compare un peu à un volcan qui explosait. On apprend une chose au fil des ans, c'est que tout peut arriver, tout peut exister. C'est vrai qu'une dépression qui arrive sur un enfant dont l'état psychologique se dégrade assez vite, en particulier à un âge aussi précoce, fait qu'on est quand même extrêmement vigilant par rapport à l'évolution ensuite. Et c'est souvent quand même un signe de sévérité quand ça s'aggrave aussi vite. Parce qu'on disait quand même dans l'introduction de l'épisode que les passages aux urgences justement pour tentative de suicide ont été multipliés par 3 en 5 ans. Vous constatez ça aussi dans votre hôpital ? Alors on constate ça même encore plus, je dirais, à Necker, parce que c'est vrai que la prise en charge des urgences psychiatriques s'est organisée au fil des années, depuis 6-7 ans à peu près. Donc il y a aussi de plus en plus d'enfants qui nous sont orientés. Maintenant, c'est quelque chose qu'on observe à l'échelle de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui couvre une très grande partie de la région Île-de-France. Donc sur le plan régional, oui, c'est quelque chose qu'on observe. Et c'est une réelle dégradation de la santé mentale des jeunes, ou est-ce qu'ils en parlent plus facilement ? Alors, ils en parlent plus facilement, et ça, c'est un des points positifs, c'est que par rapport à la période où j'ai commencé à travailler, je pense que les adolescents ont beaucoup moins de difficultés à partager les difficultés qu'ils rencontrent. En revanche, ça n'est pas qu'une libération de la parole, puisque le nombre de passages à l'acte, donc de tentatives de suicide, qui sont très essentiellement des tentatives de suicide médicamenteuses à cet âge, a augmenté. Donc ça n'est pas qu'une libération de la parole, authentiquement, il y a une dégradation de la vie psychique des adolescents. Alors là, on parlait un petit peu de façon globale, de façon collective, mais Mathieu Persson, vous, ça est arrivé chez vous, donc vous avez vécu cette période, c'est vraiment plus de la théorie. Est-ce que vous pouvez nous raconter, en fin de compte, comment vous avez appris que votre fille, comment vous avez compris que votre fille n'allait pas bien ?
Bah, écoutez, avec le recul, je me dis qu'il y avait peut-être des signes avant-coureurs. Ça a commencé à la fin de l'année de 3e. La dernière fois que je l'ai vue vraiment sourire de bon cœur, c'est quand elle a eu les résultats du brevet. Elle était ravie et puis quelques heures après, elle est devenue atone et puis l'été s'est passé. Elle avait eu... Alors qu'il y avait un événement positif. Voilà, exactement, mais voilà, ça n'a pas été la joie attendue. Il y a eu les résultats des copines aussi, et puis cette espèce de concurrence, hein, c'est vraiment cette notion de performance et de concurrence entre les élèves qui est très fréquente finalement. Et puis l'été s'est passé assez difficilement avec commencer à avoir peur de la lumière du jour, se fermer ses volets, se renfermer, puis avoir de moins en moins de joie, en fait, délaissant des activités qu'elle aimait, et puis se renfermer totalement. Et jusqu'à l'entrée en seconde qui a été difficile, elle rentrait dans un nouveau lycée, et là, elle a commencé vraiment à angoisser très sévèrement. Et elle vous en parlait, ou c'était simplement une attitude qui vous a interpellé? Disons qu'au début, ce qui est difficile en tant que parent, c'est que quand on ne connaît pas ces pathologies-là, alors ma femme a sans doute été plus clairvoyante que moi, parce que je me souviens qu'elle m'avait dit, mais je me demande si elle n'est pas en train de faire une dépression dès l'été. Mais moi, j'étais un peu comme ce médecin généraliste qui disait, mais une dépression à 15 ans, c'est curieux. L'enfance, c'est pas que puis elle a tout pour être heureuse, et sans doute que j'ai pas vu ou voulu voir d'ailleurs, ce qui se jouait aussi parce que je pense qu'on est dans une société qui va stéréotyper beaucoup les comportements des adolescents et qu'on va mettre sur le dos d'un certain comportement comme un truc naturel, à savoir tiens, il veut pas se lever, il a du mal à faire ses devoirs, il est de mauvaise humeur. Mais bon, ça peut aussi cacher des choses. Et ce qui s'est passé, c'est que l'entrée au lycée a été difficile, elle a commencé à se faire du mal. Ça, c'était une étape assez complexe, donc on s'est tourné vers des consultations en libéral, psychologue, puis psychiatre, jusqu'à une tentative de suicide, en tout cas une annonce de tentative de suicide, qui a été clairement verbalisée. Comment elle a été sauvée ? Écoutez, on a reçu un coup de téléphone de la police. On était, alors c'est pour rajouter du tragique, on était à l'enterrement de mon père le soir et mes enfants étaient rentrés parce qu'elles étaient fatiguées et la police nous a appelés en nous disant de rentrer rapidement. En fait, ils avaient intercepté un message qu'elle avait posté sur un forum d'aide aux adolescents. Donc, il y avait un modérateur qui avait levé une alerte. Donc, ils sont venus à la maison pour sauver notre fille, tout simplement. Donc, quand on est arrivé, elle était avec une policière à l'étage qui était en train de lui parler. Et c'est comme ça qu'on a appris la gravité extrême de son état. Vous en avez reparlé avec elle ? Oui, évidemment, oui. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, je serais curieux d'avoir votre avis, mais c'est pas un truc qui me serait venu à l'idée, mais la première chose qu'on nous a dit, c'est qu'il faut parfaitement verbaliser avec presque beaucoup de froideur ce genre d'événement parce que si on commence à le cacher, si ça devient tabou, ça peut justement devenir un problème. Et que le premier truc qu'on nous a dit, c'est n'ayez pas peur de parler de suicide avec vos enfants parce que c'est pas ça qui va leur déclencher des idées. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Et effectivement, ça a pu permettre d'ouvrir un dialogue, de dire, ok, tu as des idées suicidaires, parlons-en très froidement. Qu'est-ce que tu compte faire, qu'est-ce que tu ressens, et puis même pour établir la gravité, est-ce que tu as un plan, est-ce que tu sais quand tu veux passer à l'acte, est-ce que tu sais si tu veux passer à l'acte, comment, et tout ça permettait ce qu'on nous avait dit, d'établir le niveau de gravité de la crise suicidaire qu'elle était en train de traverser. C'est vrai que c'est un petit peu contre-naturel pour une chasse, on se dit on va donner des idées alors que peut-être il y a juste une idée légère de suicide. Alors ça, c'est une chose qu'on sait depuis très longtemps, qu'effectivement, c'est très important de pouvoir en parler le plus tranquillement possible. Les mots ne doivent pas faire peur. Les mots ne doivent pas faire peur et on sous-estime souvent ce que les enfants connaissent déjà. Et d'ailleurs, je pense qu'on sous-estime aussi l'âge à partir duquel ils connaissent aujourd'hui, je pense que c'était pas forcément la même chose il y a 20 ans, mais l'existence du suicide. Cette connaissance est liée aux réseaux sociaux ? Puisqu'on évoque souvent les réseaux sociaux sur le côté positif ou négatif. Alors, probablement que ça a une influence. Il me semble que c'est pas du tout que les réseaux sociaux, puisque je pense que les adolescents connaissent l'existence du suicide même avant l'entrée au collège, donc les enfants en fait en pratique. Et certes, un très grand nombre d'enfants ont un téléphone portable et des réseaux sociaux en fin d'école primaire, ce qui est vraisemblablement regrettable. Néanmoins, c'est loin d'être l'ensemble des enfants. Donc je pense que c'est pas que les réseaux sociaux, mais le niveau d'information générale des enfants aujourd'hui. Là, dans votre cas, Mathieu, c'est justement l'existence d'un forum qui a permis de sauver votre fille. Ça paraît... Ouais, moi, j'ignorais même que la police pouvait intervenir aussi vite. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on a, entre guillemets, la chance que l'enfant se tourne vers un
interlocuteur de confiance. Là, c'était un forum qui était dédié à la santé mentale des jeunes, où elle avait exposé sa situation. On ne le savait pas, mais depuis plusieurs semaines, avec des modérateurs qui lui répondaient. Et à un moment, elle a dit je n'en peux plus. Alors, on n'a pas eu la teneur des messages parce que c'était confidentiel. La police nous a jamais dit. En revanche, elle a eu l'occasion d'avoir un interlocuteur de confiance pour déverser ce qu'elle avait à déverser. Et je pense qu'elle n'en parlait même pas à sa psychologue. Comment vous intervenez à l'hôpital ? Alors, on intervient de façon très différente selon les situations. La problématique sous-jacente au suicide peut être extrêmement variable d'un adolescent à l'autre, est évidemment très variable selon son âge, puisqu'on n'a pas la même représentation du monde, de soi-même, des relations aux autres, etc. non plus en fonction de son âge. On est très attaché aussi... en tout cas dans le service de Necker, dès les urgences, à se poser la question aussi de signes qui pourraient laisser penser qu'on est face à une situation d'émergence de troubles psychiatriques patents qui vont nécessiter un traitement au long cours, par exemple. Ce qui n'est pas du tout la majorité des adolescents qu'on reçoit. Mais ce qui est un enjeu extrêmement important, puisque pour ces maladies, comme le trouble bipolaire, la schizophrénie par exemple, on sait que le délai entre le premier contact et le diagnostic est un facteur pronostic extrêmement important. Et on peut diagnostiquer ces troubles à partir de quel âge ? Il n'y a pas d'âge. En fait, dès l'adolescence. Dès l'adolescence, c'est souvent beaucoup plus difficile de les diagnostiquer avec affirmation à l'adolescence parce que les troubles sont souvent beaucoup plus polymorphes, moins installés, heureusement. Et le but, c'est justement qu'ils ne s'installent pas complètement. Et j'ai été frappée par le fait que vous ayez présenté en premier témoignage l'histoire du Arthur. Jeune garçon qui est suivi en hôpital de jour. On expérimente actuellement le fait que les groupes thérapeutiques sont extrêmement importants. Et c'est le cas d'Arthur, là je l'ai rencontré dans un hôpital de jour où ils avaient des ateliers de cuisine, ils avaient des ateliers avec des jeux qui alternaient avec des consultations. Alors ça a toujours existé, bien sûr, en pédopsychiatrie. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, la place de la psychothérapie individuelle était quand même vraiment beaucoup plus importante. Et aussi probablement du fait d'une certaine modification de ce qui se passe pour les adolescents aujourd'hui, en lien avec des modifications de la société de façon globale. On se rend compte qu'un certain nombre d'adolescents, souvent, sont suivis justement par une psychologue ou un psychiatre en individuel déjà depuis un certain temps. Et que la situation n'évolue pas beaucoup et que c'est une fois qu'on leur propose des groupes thérapeutiques que les choses avancent vraiment. Moi, je voudrais revenir sur continuer longtemps. Oui, non, justement, pour les parents qui nous écoutent, en fait, c'est vrai qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, est-ce que c'est en fin de compte une crise d'adolescence ou est-ce qu'en fin de compte c'est une dérive vers éventuellement un état dépressif ? Donc, quels sont les signes qui doivent alerter ? Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que peut-être c'est très ambigu comme situation. Moi, je ne suis pas médecin. En tout cas, moi, les signes que j'ai vus en dehors d'une grande tristesse, d'une grande fatigue, voilà, ça a été quand elle a commencé à se faire du mal. Parce que là, ça devient visible, ça devient récurrent. Et puis, il y a quelque part presque une addiction dans ce comportement. Et avec le recul, je ne sais pas si on aurait pu agir plus vite, mais en tout cas, on aurait sans doute pris conscience un peu plus rapidement de la gravité de la situation. C'est là où il faut consulter. Je pense que ce qui doit faire une distinction, pour autant qu'il y en ait une, il n'y en a vraisemblablement pas sur le plan physiopathologique de limite au-delà de laquelle la crise d'adolescence n'est plus une crise d'adolescence, c'est la souffrance. Il n'est pas physiologique qu'un adolescent souffre parce que c'est un adolescent. On sait qu'il y a des difficultés à se représenter la place qu'on peut avoir dans la société, à des remises en question de son identité dans plein de registres différents. Une certaine difficulté aussi à pouvoir lâcher une partie de l'enfance. Donc c'est une période de grands mouvements psychiques. Maintenant, en principe, ces grands mouvements psychiques ne mènent pas à une souffrance et a fortiori pas à une souffrance intense. Un pédopsychiatre m'avait dit le changement de comportement, mais ça suffit pas. C'est nécessaire mais pas suffisant à vous entendre. Il y a vraiment cette notion de souffrance. Alors non, c'est nécessaire et pas suffisant. Et d'ailleurs, il y a un point important qui est vraiment la prévention.
Et c'est vrai qu'on voit des enfants qui sont toujours très parfaits et qui cochent toutes les cases pour satisfaire leurs parents et pour lesquels l'arrivée aux urgences pédopsychiatriques, et a fortiori quand il y a eu un geste suicidaire, va être vraiment une révélation aux parents de la fragilité d'un enfant qui finalement se défendait depuis très longtemps d'angoisse importante. Et il y a, alors c'est sûr, certain, puisque ça fait partie, nous, de nos critères d'évaluation et même de nos critères diagnostiques, que le changement de comportement est un facteur majeur à prendre en compte. Après, je dirais qu'il y a aussi la fluidité du comportement de manière générale. C'est-à-dire que plus un enfant va être en mesure d'être un petit peu différent d'un jour sur l'autre, d'exprimer des choses sans les exprimer violemment, d'accepter des critiques sans s'effondrer, d'investir des activités différentes sans les abandonner immédiatement, des choses comme ça, ça témoigne effectivement d'un bien-être mental. Comment votre fille a été prise en charge ? Mais je trouvais très intéressant ce que vous disiez. Je vous voyais hocher. Oui, non, mais parce que c'est vraiment ce que j'ai observé. En fait, au début, en tant que parent, quand on dit, mais si on hospitalise que des enfants qui vont mal ensemble, on voit mal comment ils peuvent tous aller mieux d'un coup. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que une des grandes souffrances, au-delà de la maladie, de sa fatigue, de cette grande tristesse, c'est la grande solitude qu'elle avait. Et que, n'étant plus capable de se connecter avec des enfants qui allaient bien, parce qu'il y avait une incompréhension mutuelle, à la fois elle, de comprendre comment c'était possible d'aller bien, et de ceux qui allaient bien, comment c'était possible d'aller si mal, il n'y avait plus de connexion, et cette solitude, elle a été comblée parce qu'elle a réussi à se connecter avec d'autres gens qui traversaient la même chose qu'elle. Et je pense que cette connexion, elle peut se faire que entre eux. C'est-à-dire que même nous, en tant que parents, avec tout l'amour qu'on peut leur porter, avec toute l'empathie qu'on peut essayer d'avoir pour eux, on n'est pas à leur place. On ne peut pas les comprendre fondamentalement. Et d'autres malades ont cette compréhension. Et le fait de faire des activités ensemble, d'être ensemble, je pense que ça, au contraire, ça les tire tous vers le haut parce que d'un seul coup, ils font groupe, ils font masse et ils sont plus forts tous ensemble. Le témoignage d'Arthur qu'on a entendu, c'est un reportage que j'ai fait et je suis arrivée au moment d'un atelier cuisine. Et j'arrive, je dis, je suis pas venue faire un reportage sur un atelier cuisine, enfin, comment ça se passe ? Il me dit, non, mais en fait, c'est fait partie de la prise en charge. Déjà, réapprendre à vivre ensemble quand on a, parfois, avec des histoires de harcèlement, on va peut-être y venir, on a perdu confiance dans les jeunes de son âge. Et ils m'ont tous dit, ça m'a fait du bien de me refaire des amis et de me sentir moins seule. C'est sûr que de voir qu'on partage... on ne sait pas forcément, certains disent pourquoi ils sont là, d'autres pas, mais ils savent tous qu'ils ont un trouble psy, et c'est vrai que ce sentiment-là de se sentir moins seul, c'est essentiel. Ça serait important pour moi de nuancer quand même un peu ça, c'est-à-dire que, bon, à la fois évidemment je suis d'accord, puisque j'ai insisté sur l'importance du groupe, mais nous on insiste aussi beaucoup sur le fait que ce soit médiatisé. Le point positif alors on va dire au sens large des réseaux sociaux, mais en tous les cas de la libération de la parole au sujet de la vie psychique, c'est que les adolescents ont beaucoup moins de difficultés à dire qu'ils vont mal. C'est très rare aujourd'hui qu'ils refusent une hospitalisation en pédopsychiatrie. C'est très rare qu'ils refusent un suivi psychiatrique. Et donc ça, c'est le point positif. Après, je pense qu'il y a aussi un apprentissage collectif, ou plutôt une réappropriation collective de ce que c'est que l'intimité psychique. Et c'est vrai que dans une période où un adolescent est fragile, nous, on insiste beaucoup auprès de nos patients sur le fait qu'ils sont là pour partager des conceptions du monde, des représentations qu'ils peuvent avoir de la souffrance psychique, de ce que c'est qu'une famille, la scolarité, etc., mais qui ne rentrent pas dans les détails de ce qui s'est passé pour eux, parce que ça peut être assez effractant pour certains qui ne sont pas demandeurs. On évoquait à l'instant, Margot, vous évoquiez la notion de harcèlement. Je vous propose d'écouter le témoignage de Charlotte. Son histoire a été marquée par plusieurs épreuves, le divorce de ses parents, un déménagement, puis justement ce rôle que peut jouer peut-être en effet l'école, le collège, le lycée, un harcèlement au collège. En fait, ça se voyait le matin, je me réveillais, j'étais pas bien. Puis même la veille, des fois, quand c'est le week-end, je peux stresser le samedi alors que c'est encore 2 jours. Maintenant, je prends un antidépresseur et j'arrive mieux à dormir.
Charlotte dit phobie scolaire, crise d'angoisse avant d'aller au collège. À quel point l'école joue un rôle, selon vous, dans les troubles dont on parle ? Alors, la période scolaire joue nécessairement un rôle. Si on regarde la fréquentation des urgences pour des motifs pédopsychiatriques, on est extrêmement frappé par la fluctuation en fonction des vacances scolaires. Et c'est vrai que l'activité aux urgences diminue considérablement l'été. La question du harcèlement, je pense qu'elle est vraiment très compliquée. Parce que mon impression, moi, c'est que plus on essaye de prévenir le harcèlement et plus le harcèlement est fréquent. Alors, je ne vais pas dire qu'on provoque ça, mais en tous les cas, je pense qu'on n'est pas encore vraiment dans le vif du sujet de qu'est-ce qui favorise le développement du harcèlement ces dernières décennies. Et je pense que c'est une erreur de considérer qu'il faut s'occuper spécifiquement du harcèlement. En fait, l'école, c'est les interactions avec les copains, mais c'est avant tout une institution. Pour ceux d'entre nous qui ont déposé un enfant à l'école pour la première fois en maternelle, on est toujours un peu ému. D'une part parce qu'on sent que son enfant grandit, mais aussi parce que c'est un moment où on sent qu'on n'aura plus accès à tout ce qui se passe pour lui. Et c'est vrai que dans la question du harcèlement, il y a aussi la question de comment se positionnent les adultes au collège dans les situations où il y a des prémices de harcèlement, mais déjà en amont. En termes de autorité versus bienveillance. Et je pense que ce qui est extrêmement compliqué aujourd'hui pour les équipes pédagogiques, c'est de trouver une place qui soit en adéquation avec le niveau et d'information et d'autonomie et d'anxiété aussi pour leur futur aussi, des adolescents. Alors, à côté du harcèlement, Mathieu, vous évoquez aussi... La pression. La pression, cette espèce de course à la performance. Racontez-nous. Parce que c'est aussi le reflet de la société. On est dans une société, je trouve, qui est très individualiste, qui va souvent mettre en valeur la performance solitaire, l'individu, au détriment d'un collectif qu'on a un peu perdu. Et le corollaire, c'est que si on réussit tout seul, quand on, entre guillemets, échoue, c'est de sa faute. Et c'est un peu ce qu'ils ressentent. Et je pense que nous, par exemple, quand elle est rentrée en seconde, le premier message du proviseur a été ici, c'est pas la démocratie c'est dehors. Éventuellement, ici, c'est la dictature et vous allez faire ce qu'on vous dit. C'est stricto sensu ce qui a été dit à des élèves. Voilà. Et on leur a dit, votre objectif aujourd'hui, c'est Parcoursup. J'ai pas l'impression que l'école aide à réaliser les rêves des enfants. C'est-à-dire que vous avez un enfant de seconde qui dit, je veux être médecin. Avant de lui dire, c'est génial, on va t'aider comment faire, on va lui dire, ah mais attends, il va falloir que tu fasses des super contrôles de maths en seconde, que tu surperformes en première parce que Parcoursup, que tu remettes le couvert en terminale pour présenter Parcoursup, pour avoir éventuellement la bonne fac. Ensuite, il faudra que tu bachotes pendant 1 an. Et en fait, au lieu de lui présenter des offres et de le pousser, on lui montre toutes les barrières qui vont se mettre entre lui et son ambition. Effectivement, c'est pas un climat très serein. C'est pas la bonne démarche, Pauline Chaste? Alors, je pense que c'est pas la bonne démarche, effectivement, que de focaliser que sur Parcoursup. Alors, je ne sais pas si Parcoursup est le grand coupable. L'impression que j'ai, moi, c'est que Parcoursup nourrit énormément de fantasmes et que finalement, nous, quand on a fait nos études, il y avait déjà des bons élèves, des moins bons élèves qui postulaient à certaines formations qui étaient pris, qui n'étaient pas pris. Mais il n'y avait pas cette idée d'une grande machine qui va décider sans qu'on comprenne comment. À propos de Parcoursup, Mathieu, vous écrivez « Une hospitalisation en psychiatrie adolescente, ça se prépare comme des études supérieures, c'est comme Parcoursup, la sélection est rude, on ne prend que les meilleurs, impossible d'entrer dans un bon établissement sans justifier d'au moins une tentative de suicide suivie d'un passage aux urgences. Plusieurs seraient un plus. » C'est vraiment ce que vous avez vécu? Moi, c'est ce qu'on a vécu, ressenti. Dans le sens où les services sont tellement saturés que on ne va pouvoir admettre que les cas les plus graves. Et effectivement, si vous arrivez... c'est l'expérience qu'on a eue. Vous arrivez aux urgences avec juste une enfant qui va pas bien, qui a des idées suicidaires, on va vous dire très bien, on va la garder 3 jours en pédiatrie, le temps que ça aille mieux, et puis vous allez rentrer chez vous, vous allez au mieux voir un psychiatre de garde, mais il va rien se passer. Derrière, quand on arrive avec une situation de gravité extrême, c'est-à-dire une enfant qui n'arrive plus à penser à autre chose que ça et qu'une hospitalisation s'impose, en termes d'urgence, nous, on n'a pas trouvé de solution. Quelle est la réalité du terrain?
Alors, le témoignage de Mathieu n'est pas le seul. Non, malheureusement. Et la réalité du terrain est que, effectivement, les indications d'hospitalisation sont bien évidemment portées en fonction de la gravité. La période où les choses vraiment se sont considérablement commencé à s'aggraver, c'est en 2021, dans la période post-Covid. À l'époque, on avait vraiment l'impression de faire du tri tous les jours, uniquement au sens négatif du terme. Quel est le plus grave ? Quel est le plus grave ? Et on fait passer les enfants dans un tamis, et finalement, à la fin, il en reste quelques-uns pour être hospitalisés. Là où on voit les choses quand même vraiment différemment aujourd'hui, c'est d'avoir une dimension vraiment beaucoup plus individualisée, et surtout d'avoir un projet de soins pensé dans l'urgence. Alors bien évidemment, ça ne va pas être un projet de soins sur le long terme, mais de pouvoir prendre en compte la situation de façon globale pour pouvoir faire des propositions. Il me semble que c'est important aussi, justement, de pouvoir renvoyer autre chose que il faut un CV pour être hospitalisé, parce qu'on majore l'anxiété des familles, et un adolescent a absolument besoin que ses parents se sentent le plus accompagnés possible pour aller mieux. Mais aujourd'hui, pour être hospitalisé, par exemple, il y a une liste d'attente chez vous ? Alors nous, on ne fait pas de liste d'attente, puisqu'on n'a pas de possibilité de programmer, puisqu'on fait des hospitalisations très courtes en aval des urgences, donc on n'a pas de liste d'attente. Maintenant, dans des services à Paris qui hospitalisent de façon programmée, oui, les listes d'attente, elles sont plusieurs mois. Ça, c'est une réalité. Mathieu Persson, une petite question quand même par rapport à ce livre que vous avez commis, Le Passage. Donc ça vous a aidé ? C'était une façon pour vous de vous exprimer et donc de vous libérer ? Est-ce que c'est une façon aussi d'aider les autres ? Il y avait une part cathartique là-dedans. J'avais envie de retracer cette histoire, parce que quand on traverse ça, on s'interroge, est-ce qu'on est un bon parent ? Est-ce qu'on a vu des choses ? Est-ce qu'on n'a pas vu des choses ? Forcément, on se pose des questions, parce que la société nous renvoie toujours à son échec. Parce que beaucoup encore pensent que la dépression est un échec ou une faiblesse et pas une maladie. Et ça, en tant que parent, on se le prend quand même bien dans la figure. Après, ma volonté à travers ce livre a toujours été de raconter l'histoire, parce que on parle beaucoup de chiffres. Il y a des études qui sortent tous les jours. Il y en a une qui est sortie il y a très peu de temps encore, qui viennent confirmer qu'il y a une vague, qu'il y a un véritable problème. Mais on raconte rarement dans la littérature, dans la fiction, dans le cinéma, dans les séries, la vie de ces enfants. Qu'est-ce qu'ils vivent en réalité ? Quelle est leur souffrance ? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Par quoi est-ce qu'il faut qu'on passe pour l'expliquer ? Moi, j'ai choisi l'image, j'ai choisi parfois la métaphore, la poésie, parce que je pense que ça leur donne c'est leur rendre la vie qu'ils ont un peu perdue. C'est leur montrer qu'ils existent encore, qu'il y a des gens qui les racontent. Et moi, je reçois, depuis que le livre est sorti, beaucoup de témoignages de jeunes qui me disent « mais c'est la première fois qu'on raconte ma vie. C'est la première fois que dans un livre, dans un objet qui est pas un objet anodin, on me raconte et on me voit. » Et on peut lire d'ailleurs « Je me sens inadaptée, incapable de donner ce qu'on attend de moi, personne ne semble me comprendre, je crois que ça fait longtemps que je suis comme ça, dans cette zone indéfinie où je simule le bonheur, mais depuis quelques mois je ne peux plus. Je suis tombée d'un coup de très haut, c'est peut-être pour ça que personne n'a vraiment compris, mes parents comme les psys. Ils m'ont trouvée en 1000 morceaux sans avoir vu la chute. » Comment vous vous êtes mis dans la tête de votre fille ? Est-ce qu'elle a validé ce que vous écrivez ? Moi, l'idée au tout départ, quand je lui ai proposé de faire ce livre, c'était de l'investir dans un projet, parce que je me suis dit, si on arrive à s'investir tous les deux, à faire quelque chose, à sortir quelque chose, avec toujours cette ambition de faire quelque chose qui va aider les gens, ou en tout cas donner une sorte de clé de compréhension, ça va nous aider tous. Enfin, toute la famille. Après, la maladie a fait qu'elle n'a pas pu écrire. Moi, j'aurais voulu qu'elle écrive que ce soit ses mots. Mais par contre, là où j'ai eu de la chance, c'est qu'à partir du moment où on a ouvert la porte au dialogue, où je lui ai dit, mais moi, je peux encaisser des trucs durs, je peux encaisser j'ai envie de mourir, je peux encaisser tout ça. Parle-moi, dis-moi ce que tu ressens. Et on a eu des grandes discussions à l'hôpital, je me souviens, dans des situations... Elle a été hospitalisée combien de temps ? Elle a été hospitalisée plusieurs fois, mais à un moment, elle est restée quand même quasiment 6 mois. Et donc, ouais, ces grandes conversations qui étaient vraiment, mais parfois quasiment philosophiques, non seulement elles étaient extrêmement intéressantes, et puis moi, je me sentais un peu, elle me donnait une parole que je trouvais importante, parce que j'avais vraiment le sentiment qu'elle était rare, parce que c'était une parole que j'avais jamais entendue, et je pense que malheureusement, c'est une parole qui est très peu portée.
qui reste peut-être dans l'intimité des cabinets médicaux. Et aujourd'hui, elle a besoin d'être racontée parce que vraisemblablement, en tout cas c'est ce que je constate avec les témoignages que je reçois, vraisemblablement elle fait du bien. Si on voulait donc vous interroger sur un message que vous auriez envie de donner aux adolescents, aux parents par rapport à cette problématique, quel serait, Pauline Chaste, votre message le plus important ? Un message de prévention, un message de prendre le temps de jouer avec les enfants. Alors, on n'est pas tous faits pour jouer au Playmobil. En revanche, on peut jouer de plein de manières différentes, en faisant des cabanes, en se déguisant, en jouant aux jeux de société. Vous parliez des ateliers de cuisine. Il y a les ateliers de cuisine thérapeutiques, mais faire la cuisine en famille, c'est thérapeutique aussi. Et donc, de pouvoir revenir aussi à des choses un peu simples. Partager du temps. Partager du temps et se questionner aussi sur son temps d'écran à soi. Mathieu Persson, votre message à vous ? Moi, j'étais très sensible à ce que vous avez dit au tout début, à savoir, ce qu'on dit beaucoup, c'est des ados, mais c'est avant tout des enfants. Parce que c'est ça, ils sont petits. Et ils restent petits face à un monde qui est de plus en plus difficile, même pour nous, qu'on a du mal à appréhender, alors qu'on croyait un peu comprendre le monde, on se rend compte qu'il change à une vitesse vertigineuse et que nous aussi, on a notre part d'anxiété puis d'incompréhension par rapport à tout ce qui se passe et qu'il faut être indulgent face à eux et humble par rapport à leur souffrance quand on voit qu'ils souffrent. Merci beaucoup pour ce magnifique mot de la fin. On rappelle votre livre, Le Passage, c'est aux éditions Hachette. Pauline Chaste, merci beaucoup. Vous êtes chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker à Paris. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.